Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Lancement du projet Djibouti Rising, lancé par le ministère des Finances et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Et dans l'actualité internationale, 3 pays d'Amérique latine commencent la vaccination contre la Covid-19. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier soir aux funérailles de feu Mohamed Mahamoud Haïd, personnalité très connue et appréciée à Djibouti, où, entouré des siens, il rendit son dernier souffle au terme d'une vie remplie de succès familial, amical et professionnel. Preuve du degré élevé d'estime et de considération que feu Mohamed Mahamoud Haïd suscitait auprès de ses compatriotes, son enterrement qui eut lieu au cimetière de PK12 revêtit les allures d'un adieu collectif à un digne fils du pays. À l'annonce de son décès, les Djiboutiens étaient nombreux donc hier soir à déplorer la disparition d'un patriote généreux, accessible et proche des gens. Feu Mohamed Mahamoud Haïd coulait dernièrement une retraite paisible à l'issue d'une brillante carrière menée d'abord au sein de l'ancien chemin de fer djibouto-éthiopien avant de se reconvertir dans le secteur privé où il officia longtemps en qualité de cadre managérial au sein de plusieurs compagnies de voyage. Outre le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président du Somaliland Moussa Bihi Abdi mit par ailleurs à profit le séjour qu'il effectuait à Djibouti pour prendre part aux funérailles de feu Mohamed Mahamoud Haïd. Le défunt illustre djiboutien n'était autre que le grand frère de notre première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahamoud Haïd. Il laisse derrière lui une importante famille composée d'une épouse et de plusieurs enfants. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, la région a accueilli ce matin le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daouali, accompagné de la représentante du PNUD, Fatima El-Cher, le directeur de l'USAID, Lloyd Jackson, pour procéder au lancement du projet intitulé Djibouti Rising. À leur arrivée, la délégation avec à sa tête le ministre des Finances, accompagné par le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État à la décentralisation, la représentante du PNUD, la coordinatrice du système des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, ont été accueillis par le président du Conseil régional Omar Ahmed Ouaïs et le préfet de la région Moussa Adan Migani ont effectué donc une visite des différents stands des jeunes entrepreneurs en herbe de la région d'Ali Sabieh. Cette initiative a pour but de faire redresser l'économie des petites et moyennes entreprises de la région et surtout ceux de l'agro-business.
Ce projet en partenariat avec le PNUD et l'USAID vise à aider les entrepreneurs à surmonter la crise de la Covid-19. Le projet a pour mission de soutenir les moyens de subsistance des possibilités d'emploi existants et nouveaux à Djibouti et en ciblant principalement les options de subsistance basées sur l'agriculture et la pêche. Il convient également de rappeler qu'en effet, ce projet va créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, visant donc à améliorer les liens sur le marché des produits et services domestiques grâce aux applications numériques et en partenariat avec les débouchés des secteurs privés. En d'autres termes, un plan de relance tout azimut qui prend toute la mesure de la période critique que traverse l'économie mondiale et nationale dans ce contexte de Covid-19. Et dans leurs interventions, le président du conseil régional et le préfet de la région d'Ali Sabié donc ont indiqué que ce projet contribuera rapidement à améliorer les moyens de subsistance et le redressement socio-économique de plus de 5000 bénéficiaires. On les écoute. Moi, un immense plaisir et un grand honneur d'être présent aujourd'hui ici à Ali Sabié et d'accueillir chez nous le lancement du projet Rising Djibouti. Ayant fait face à la crise économique sans précédent engendrée par la Covid-19 qui a paralysé donc toutes les activités socio-économiques de la région. Nous espérons que ce projet relancera bien sûr les activités économiques de la région, à savoir donc les projets porteurs avec les jeunes entrepreneurs que vous avez vus aujourd'hui, les activités agro-pastorales et ce que nous espérons beaucoup, bénéficier aussi des projets transfrontaliers. Et dans leurs interventions également, la représentante du PNUD à Djibouti et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti ont remercié donc les habitants de la région d'Ali Sabié pour l'accueil qui leur a été réservé. Ils ont déclaré également que ce projet introduira les efforts de redressement socio-économique catalytique à Djibouti. Nous les écoutons. Avec un plaisir, un grand plaisir que je participe aujourd'hui à cette cérémonie de lancement du projet Rising Djibouti, pour lequel le peuple américain a contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars américains. Ce projet soutiendra les efforts du gouvernement dans la relance socio-économique de Djibouti post-Covid-19, dans le cadre d'un partenariat entre l'USAID et le PNUD. Je voudrais tout d'abord exprimer notre admiration au peuple résilient djiboutien et son gouvernement pour avoir d'une part réduit de façon significative la propagation du Covid-19 et d'autre part pour avoir lancé un pacte national de solidarité pour répondre aux défis socio-économiques de la pandémie. Et pour sa part, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a mis en exergue que cette initiative permettra aux régions de l'intérieur d'avoir une autonomie économique et financière et cela déclenchera un développement endogène afin d'offrir à la population un meilleur cadre de vie. On écoute le ministre. Toujours agréable de voir de la solidarité gouvernementale, que la solidarité gouvernementale s'exprime tout naturellement pour apporter des réponses concertées et inclusives face aux conséquences néfastes de la pandémie Covid-19. Je dois d'emblée souligner que ces projets portés par l'USAID, l'Agence américaine de développement international, bénéficient d'un financement conséquent. Ils constituent une réponse vigoureuse à cette pandémie qui aggrave le chômage des jeunes et accentue la destruction des emplois préexistants. Sous la supervision directe du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre gouvernement est particulièrement conscient de la violence de cette crise socio-économique entraînée par cette pandémie mondiale. Elle risque de renforcer la croissance de la pauvreté et de saper la politique d'employabilité des jeunes vers lesquels sont orientés les efforts considérables du chef de l'État. Pour la décentralisation, le lancement de ces projets complète et renforce
Les dispositifs des initiatives déployées par mon département, notamment à travers le programme Appui à la décentralisation aux initiatives locales, lancé le 17 septembre 2020 dans la ville de Dikil. Ces programmes disposent d'un socle partenarial étendu aux différents départements sectoriels concernés, élargi aux divers partenaires et acteurs engagés, associatifs et communautaires actifs sur le terrain. Permettez-moi de rappeler que ces programmes d'appui répondent parfaitement à l'ambition du président de la République de faire de la décentralisation un creuset et des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social, nos territoires basés sur les potentialités et les spécificités de chaque région. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec toutes les initiatives, les projets et actions lancés pour contrer les effets négatifs de cette pandémie, il y a lieu d'intégrer et de relever de tous nos programmes et projets des défis posés par la coordination des partenaires et des efforts, qui d'un gage essentiel de la réussite de nos actions auxquelles nous devrons impliquer le bénéficiaire. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a déclaré que ce projet ambitieux est une priorité, celle de préserver le tissu économique. Il va permettre, a-t-il déclaré, au secteur de se produire donc et de se remettre d'aplomb, d'accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les ressources de revenus. On écoute. Les entreprises existantes en herbe ou à venir dans ces secteurs clés ont vocation à jouer un rôle important dans la reprise économique de Djibouti et le développement plus généralement de notre pays. Mesdames et messieurs, leur rôle en termes de production, de création d'emplois, de contribution aux exportations et de facilitation d'une distribution équitable des revenus et de la croissance est, croyez-moi, très important pour la République de Djibouti. Il va sans dire que la volonté du président de la République, en droite ligne avec la vision de 2035, est de soutenir ces toutes petites et moyennes entreprises pour développer l'économie de notre pays, la diversifier et la fortifier pour nous permettre de générer plus de ressources et plus de richesses. Le gouvernement de Djibouti, sous le leadership du président, a créé plusieurs institutions tendant vers ces objectifs et en particulier la création du centre clé dédié au leadership et au développement des entrepreneurs pour marquer cet acte, pour soutenir les jeunes et les entreprises qui ont à présent un interlocuteur privilégié à Djibouti. Le centre clé devient donc ainsi un acteur essentiel pour atteindre les propriétaires des petites et très petites entreprises, mais également la population avec des idées qui peuvent promouvoir la production. La nouveauté de ce projet repose sur le fait que nous allons essayer de déployer des technologies dans la production qui peuvent générer des revenus financiers élevés et une durabilité des PME pour améliorer l'impact social. À tous les partenaires de la société civile, aux jeunes d'Al Sabih, mais également des 5 régions de Djibouti. Je vous invite à partager vos souhaits et à échanger vos idées avec les équipes du projet, c'est-à-dire l'équipe du projet PNUD et du centre clé. Et après les interventions, les responsables du centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le centre clé, ont procédé à la distribution des patentes en faveur de 65 agronomes du projet Propéja de la région d'Ali Sabieh. La distribution de ces patentes a été effectuée dans le cadre du programme d'appui aux acteurs économiques qui ont été impactés par la crise de la Covid-19 et qui se sont retrouvés dans une situation de cessation d'activité à la suite des mesures de confinement. Ce programme d'appui prévoit également un appui financier de $1000 américains par agronome pour leur permettre de les aider dans la reprise de leurs activités. Dans la matinée de la journée d'hier, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, accompagnée du ministre des Affaires sociales et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a visité le projet de construction du complexe Al-Khair pour les orphelins.
En effet, ce projet est mis en œuvre par l'association Sanabil Al-Khair avec le financement d'une ONG caritative koweïtienne. La délégation a été reçue par le président de l'association Idriss Lahadda en présence de ses plus proches collaborateurs. La délégation ministérielle a inspecté donc ce projet caritatif qui comprend dans sa première phase une école, un orphelinat et un centre de formation pour améliorer leurs conditions de vie, notamment dans le domaine de l'éducation et du développement. Le président de l'association, Idriss Lahadda, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'endroit de la ministre des Affaires sociales et de son département pour leur soutien et accompagnement inlassable, mais aussi le ministre des Affaires étrangères pour cette occasion. Il a profité par ailleurs de passer un message donc en revue les activités et les programmes caritatifs les plus importants qu'elle entreprend sur le territoire et les efforts de son association pour soutenir les groupes les plus vulnérables. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé donc son grand plaisir de visiter ce projet de construction du complexe Al-Khair pour les orphelins. Il a souligné le rôle joué par l'association Salabin Al-Khair en République de Djibouti. Et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mona Ousmane Adan, a affirmé de son côté l'importance de ce projet qui contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des orphelins. Elle a noté que l'association Sanabil Al-Khair est l'une des associations actives en République de Djibouti, accompagnant ainsi les efforts du gouvernement dans divers domaines, notamment en cas de catastrophe naturelle. Enfin, la ministre a souligné que son département soutient l'association et lui fournit toutes les facilités nécessaires pour lui permettre de mener à bien les tâches qui lui sont confiés. Les élèves de l'école Ali Malou en immersion à l'APIFA, l'académie de police Idriss Farah Abane de Nagar, a ouvert ses portes aujourd'hui à plus d'une centaine d'écoliers issus de l'école privée Ali Malou. Cette visite guidée à l'APIFA avait pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jour et nuit au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Une centaine d'élèves de l'école privée dénommée Ali Malou ont participé donc hier à une visite guidée au sein de l'académie de police Idriss Farah Abane destinée à faire connaître le métier de policier. Les petits visiteurs étaient accompagnés de leurs enseignants, de parents, mais aussi du directeur de l'école, Mohamed Omar, et de ses proches collaborateurs. Accueillis à leur arrivée par le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Elmi Daher Migil et les moniteurs de l'académie, la journée a débuté par l'intonation de l'hymne national. Wow. Une projection sur les missions et les prérogatives de la police nationale a par la suite été présentée aux enfants de l'école privée Ali Malou. Et dans son mot d'accueil, le directeur de l'APIFA a mis l'accent sur l'importance de ces journées de découverte du métier de policier. Et donc, nous espérons, a-t-il dit, que cette visite aura permis de découvrir les différentes missions de la police nationale d'aujourd'hui et qu'elle aura contribué à une meilleure connaissance de notre travail de sécurité des personnes et des biens, a déclaré le lieutenant-colonel Elmi Daher Migil. Par la suite, les élèves ont assisté à plusieurs démonstrations organisées par des policiers. La brigade cynophile, conduite par le lieutenant Bakal Amin, chef de la brigade cynophile du RAID, a présenté aux enfants 2 chiens de la race malinoise chargés du maintien de l'ordre. En fin de matinée, les enfants ont assisté à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestants. Les élèves ont pu également admirer la brigade équestre et le défilé de nouvelles recrues. Les jeunes élèves de l'école privée Ali Malou sont ressortis de l'académie les yeux pleins d'étoiles et surtout la ferme volonté qu'un jour ils endosseront également la tenue de policiers pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité de leur pays.
La région de l'Unité a reçu hier la visite de travail d'une importante délégation composée de responsables civilo-sécuritaires de la sous-région d'Aïcha'a en Éthiopie. Cette délégation, conduite par le préfet de la sous-région d'Aïcha'a, Daher Hassan Waberi, a été accueillie par le préfet de la région de Dikil, Adendrar Moussa, et du président du conseil régional, Abdurrahman Younis Arre. L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux régions limitrophes, notamment la sous-région d'Aïcha'a et la région de Dikil. À l'issue de cette visite de travail, la délégation d'Aïcha'a a eu une réunion de prise de contact et d'échange avec les responsables civilo-militaires de la région de Dikil. Au cours de cette réunion, les deux parties ont abordé différents points relatifs à la consolidation de la stabilité des deux régions limitrophes et la sécurité des nomades et bétail en transhumance entre les deux côtes de la frontière et enfin la surveillance sanitaire, humaine et animalière, l'intégration et le développement des secteurs économiques, agricoles et commerciaux également. Au terme de cette réunion, les participants se sont félicités des efforts mutuels déployés par les deux parties en vue de renforcer la stabilité et la cohésion sociale des deux peuples amis et frères. Et enfin, les participants ont réitéré leur volonté d'œuvrer et de redoubler d'efforts pour améliorer et sécuriser au mieux le flux des biens et des personnes transitant entre les deux régions respectives. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. 3 pays d'Amérique latine commencent la vaccination. Le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont débuté leur campagne de vaccination contre le Covid-19 quelques heures après la réception des premières doses, alors que l'Europe s'inquiète de l'émergence de nouvelles souches du virus. 3 pays d'Amérique latine ont commencé leur campagne de vaccination contre le Covid-19 hier, tandis que l'Europe s'inquiète de la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni, quelques heures à peine après la réception des premières doses du vaccin du géant pharmaceutique américain Pfizer-BioNTech. Le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont entamé leur campagne de vaccination. L'Argentine, deuxième pays à avoir homologué le vaccin russe Sputnik 5 après la Biélorussie, a reçu 300 000 premières doses en provenance de Moscou et devrait commencer la campagne d'immunisation dès la première semaine. Aux États-Unis, pays comptant le plus de morts, plus de 328 000 morts et de contaminés, avec 18,6 millions de personnes contaminées au monde, le président Donald Trump a loué les millions de doses en cours de distribution d'un vaccin sûr et efficace qui va sauver des millions et des millions de vies. Un vrai miracle de Noël, a ajouté ce sceptique des mesures de précaution sanitaire. La pandémie a fait au moins 1 731 936 morts et contaminés, plus de 78,6 millions de personnes dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. 4 ans et demi, c'est le temps qu'aura duré donc le feuilleton du Brexit entre le moment où les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne en 2016 et le jour où un accord définissant les nouvelles relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été scellé. Les parlements européens et britanniques devront encore ratifier cet accord. Si ce n'est pas fait avant le 1er janvier, l'accord pourrait néanmoins être appliqué provisoirement. Mais une chose est sûre, une page se tourne donc pour le meilleur avance Londres ou le pire selon d'autres. La mission de Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, s'achève. Son action a été saluée par le président français Emmanuel Macron sur Twitter. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.